Les algues sont les premiers organismes vivants sur Terre depuis 3,5 milliards d'années, avec des bactéries, donc des microalgues se sont développées. Et les premiers organismes complexes, les macroalgues, donc les végétaux marins, ont suivi. Bienvenue chez Basilic, le podcast pour changer de regard et imaginer ensemble un futur désirable. Je suis Jeanne, votre hôte, et chaque semaine, je tends le micro à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous vous sentirez bien chez Basilic. Aujourd'hui, je reçois Vincent Doumézel. Vincent Doumézel est l'auteur de l'ouvrage intitulé « La révolution des algues », paru l'année dernière aux éditions Équateur. Considérées à tort comme une pollution dont elles ne sont que le symptôme, les algues nous offrent en réalité un champ d'innovation infini et des solutions concrètes pour répondre aux grands défis de notre époque. Si nous apprenions à les cultiver de façon durable, elles pourraient nourrir les hommes, se substituer au plastique, décarboner l'économie, refroidir l'atmosphère et peut-être même nettoyer les océans. Dans cet épisode, Vincent nous partage son savoir acquis au fil des années à propos des algues. J'espère que cet épisode vous plaira. Personnellement, il m'a passionné tout autant que la lecture de l'ouvrage rédigé par Vincent. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Vincent. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va bien. Je suis enchantée de te recevoir au micro. Aujourd'hui, on va parler des algues et de leurs multiples facettes. On va d'abord commencer par des présentations pour que les auditeurs et les auditrices comprennent comment tu en es arrivé à t'intéresser aux algues. Alors moi, en fait, je travaillais dans l'agroalimentaire avant et en travaillant dans l'agroalimentaire, j'ai beaucoup voyagé notamment et j'ai vu dans un premier lieu les limites et les conséquences surtout de nos systèmes alimentaires, qui étaient assez dramatiques et qui sont aujourd'hui sans doute les principaux responsables de l'accélération des crises climatiques et écologiques. Et j'ai surtout vu aussi le visage de la faim dans le monde. Et c'est vrai que si on a la chance de pouvoir l'ignorer ici, là, à Paris, tranquillement, il y a quand même 1 milliard de personnes qui souffrent de la faim dans le monde. On a 300 000 personnes tous les jours à nourrir en plus sur Terre. Et puis, donc c'est un défi qui est avec des demandes en calories qui sont croissantes, puisque de plus en plus de gens dans les pays émergents veulent manger de la viande. Donc, on a une équation qui est absolument insoluble en face de nous. Sachant que le rendement des céréales continue de décroître. Et donc, on a une équation insoluble. Et si on regarde d'un peu plus loin notre petite planète Terre, on se rend compte qu'elle est surtout bleue et que ça devrait être une planète mère. Et que finalement, cette immense partie de la planète couverte par des océans, elle contribue absolument pas à satisfaire nos besoins alimentaires. Et comme dans tout écosystème, si on veut commencer à produire et à cultiver de façon régénérative quelque chose, il faut commencer par le premier niveau de la chaîne, le premier maillon de la chaîne. Et donc, voilà, je suis parti vers les algues en me disant, on a 70% de la planète couverte par des océans qui contribuent à 2% de notre alimentation en calories. Si on veut y bâtir quelque chose de vraiment régénératif, il faut commencer par le fondement, par les algues, qui ensuite vont nourrir tout le reste. Donc c'est comme ça que je me suis tourné vers les algues, en fait, en cherchant des solutions à la crise alimentaire. Et après, j'ai réalisé que ça pouvait répondre à bien plus de solutions. Et c'est comme ça que tu as écrit un bouquin qui fait, je sais pas, 200 ou 300 pages. Ouais, plus de 300 pages. On voulait écrire un petit au début. Puis il y avait tellement La de choses à dire. révolution des algues. C'est ça. Il est intitulé comme ça. On va commencer tout simplement avec une définition. Je pense que c'est assez important pour comprendre la suite de l'échange, de définir la notion d'algue. Qu'est-ce que c'est qu'une algue, finalement ? Alors, les algues sont les premiers organismes vivants sur Terre depuis 3,5 milliards d'années, avec des bactéries, donc des microalgues se sont développées. Et les premiers organismes complexes, les macroalgues, donc les végétaux marins, ont suivi. Donc il y a 1,5 milliard d'années. Donc on est vraiment à la base de la vie sur Terre. C'est le fondement en général. Alors, qu'est-ce qu'une algue ? C'est beaucoup de choses en fait, parce que j'explique souvent que il y a 500 millions d'années seulement, il y a un type d'algues, les algues vertes, qui ont migré sur Terre pour donner lieu à toute la végétation qu'on a sur la planète. Et donc aujourd'hui, une algue verte, elle va être sensiblement plus proche d'un fraisier ou d'un chêne que d'une algue rouge. Donc c'est pour dire la diversité. Donc aujourd'hui, ces macroalgues, donc, qui ont encore une fois 1,5 milliard d'années de résistance et d'adaptation au changement, quand nous on en a 300 000. Elles sont beaucoup plus expérimentées que nous à s'adapter. Et il faut qu'on apprenne de tout ça.
Et qu'est-ce que c'est aujourd'hui une algue? Alors ça va être un organisme qui va vivre dans l'eau, salée ou douce. Il y a des algues d'eau douce évidemment. Elle n'a pas de racines, elle n'a pas de fleurs. Elle va avoir un crampon, un stipe, c'est pas vraiment une tige, on appelle ça un stipe, et des lames ou des thalles qui vont lui permettre de capter les nutriments. Donc on compte 12 000 types d'algues et elles sont de macroalgues uniquement parce que sinon on part dans le million si on compte les microalgues et elles sont toutes très 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 différentes. Donc c'est important parce que cet éventail de génétique va nous permettre un éventail tout aussi important de solutions pour répondre aux grandes crises que nous affrontons aujourd'hui. Et on est très loin d'avoir tout analysé, tout étudié, on en est vraiment aux prémices. Ah, on connaît rien sur les algues. On connaît plus de choses sur la Lune, je pense, que au fond des océans. On a vraiment très peu de chercheurs qui travaillent sur le sujet. J'étais avec le directeur de l'INRA il y a quelques semaines qui me disait qu'on a 550 chercheurs en France qui travaillent sur 2 types de blé très similaires. On a 70 chercheurs en France qui travaillent sur 12 000 types d'algues très différents. Donc c'est pour donner un peu le niveau du déficit de science. Et c'est dramatique parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est le principal frein à leur développement, c'est qu'on ne sait pas cultiver nos algues. Ça a commencé en Asie. En Asie, c'est déjà une révolution qui est en place. Ça a commencé il y a 50 ans vraiment, mais pas encore dans nos pays, dans notre hémisphère. Et c'est essentiellement dû au fait qu'on ne sait pas cultiver nos algues. Donc vous êtes dans une situation où si on vous dit aujourd'hui de démarrer la culture de l'algue, c'est un peu comme si vous étiez dans la Beauce il y a 12 000 ans et qu'on vous dit de démarrer la culture. Par contre, on sait cultiver que la banane, la goyave et le riz, quoi. Donc, dans la Beauce, vous n'êtes pas avancé. Donc voilà, il y a tout un effort de domestication, de favoriser l'émergence d'une nouvelle génération de scientifiques et de biologistes marins qui vont définir un nouveau modèle de permaculture dans les océans, un modèle régénératif qui s'éloignera, ça c'est un prérequis, des OGM, de la monoculture, de l'agriculture industrielle, pour définir vraiment quelque chose de régénératif qui va en plus à la fin reconnecter la Terre avec la mer, parce qu'on le verra, il y a des interactions qui sont bien plus nombreuses qu'on ne le croit. Et donc, c'est ça l'enjeu. Mais là, on a vraiment besoin de comprendre comment les algues fonctionnent, et elles sont extrêmement complexes. Il faut savoir que, alors, il y a plein de choses, mais les algues, elles peuvent... En fait, notre peau vient de la peau des algues, et donc la peau des algues va bronzer au soleil. On ne sait pas trop comment, il y a une forme de mélanine qui va générer ça. Les algues, si elles sont attaquées par un bigorneau, elles auront plusieurs moyens de se défendre. Alors, on ne comprend pas trop, mais on sait comment elles opèrent. En fait, elles vont d'abord créer une toxine qui va dégoûter le bigorneau, et elles vont surtout prévenir toute la communauté d'algues de faire la même chose. Et si le bigorneau il est vraiment affamé, eh ben, elles vont arriver à créer une autre substance qui va appeler le prédateur du bigorneau. Donc, elles vont être capables d'appeler des poissons ou des crabes pour venir manger le bigorneau. Et c'est important de comprendre tout ça, parce que c'est d'une complexité sans nom. On parle de microbiote extrêmement complexe, mais c'est aussi ce qui permettra aux algues cultivées de se défendre sans avoir besoin d'ajouts chimiques, comme on le fait sur Terre. Parce que de toute façon, les ajouts chimiques dans l'océan, ça ne marche pas. Donc, de toute façon, ça ne marchera pas, ça ne peut pas fonctionner. Ils iront partout, sauf sur les algues. Donc, il faut vraiment comprendre cette complexité scientifique des algues. Et pour l'instant, elles ont quand même mauvaise presse. On a l'image finalement des algues vertes ou des sargasses. J'avais d'ailleurs consacré un épisode au sujet des sargasses, mais elles ont quand même mauvaise presse. On n'a pas tellement envie de s'y intéresser, ou on s'y intéresse peu. C'est ce qui est dramatique en fait, c'est qu'on a une mauvaise perception d'un phénomène d'algues sauvages et invasives. Donc on ne parle pas d'algues cultivées, on parle d'algues sauvages qu'on n'a pas domestiquées, et surtout invasives du fait de pollution terrestre. On oublie vite que tout ce qui se passe sur la Terre finit dans la mer. Donc ces algues invasives, que ce soit les sargasses aux Caraïbes ou les algues vertes en Bretagne, elles sont avant tout le symptôme d'un problème. Ce problème, c'est la surpollution des sols et l'agriculture intensive dans ces régions. Ces algues, elles sont intéressantes en nutriments. Elles ont des composés qui pourraient être valorisés. Mais les valoriser et commencer à créer une filière sur ce qui est le fruit d'une pollution, ça serait légitimer un modèle polluant et prendre le risque de ralentir la transition nécessaire vers une agriculture plus vertueuse. Donc on ne peut pas, en tout cas il est décidé de ne pas valoriser ces algues, de ne pas les récolter, de ne même pas essayer de les cultiver dans ces zones extrêmement riches en nutriments, parce que ce serait valoriser un modèle néfaste. Et donc on laisse ces algues qui, en pourrissant, parce que fraîches elles sont excellentes, en pourrissant deviennent des nuisances. Donc c'est vraiment une mauvaise perception des choses. Elles sont un symptôme d'un problème. Elles ne sont pas le problème du tout.
Tu l'as évoqué, on peut consommer les algues. C'est d'ailleurs ce qui est fait en Asie depuis très longtemps. Comment est-ce qu'on les consomme? Est-ce que tu peux nous faire un peu, nous expliquer déjà ce qu'elles peuvent nous apporter à nos organismes et comment on en est venu à les consommer et à généraliser leur consommation, notamment en Asie? Alors, les algues ont toujours été consommées par l'homme, en fait. Il y a des études qui prouvent que l'homme est devenu un sapiens avec un cerveau extrêmement gros par rapport à sa masse corporelle, parce qu'il avait su, pendant des milliers de générations, ingérer beaucoup de composés présents dans les algues. Donc des oméga 3 à longue chaîne notamment qu'on ne trouve que dans les algues et les poissons gras. Donc c'est grâce à ça que notre cerveau est devenu ce qu'il est. Donc ce qui prouve que pendant des milliers de générations, on a mangé beaucoup d'algues. On a vraiment perdu le contact avec ces algues il y a 12 000 ans, quand quelque part en Mésopotamie, dans une zone méditerranéenne extrêmement impropre, on va dire, à la culture des algues, et où les algues sont complexes parce que c'est une zone fermée, chaude, polluée. En fait, on a inventé la culture et après, on a envahi le monde à partir de l'Europe et écrasé et effacé la culture des algues. Donc, en effet, aujourd'hui, ces algues, elles sont encore extrêmement largement consommées en Asie pour plusieurs raisons. Il y a une partie de la raison qui doit venir du fait que le nord de l'Asie, le Japon notamment, qui est le grand pays des algues, a été le seul à ne pas être colonisé par les Européens au 19e siècle, ou presque. Et aussi du fait d'une tradition de la médecine asiatique qui relie fortement la médecine et l'alimentation, comme Hippocrate nous le disait, que ta première médecine soit ton alimentation. C'est pareil, les algues, elles sont antibactériennes, antifongiques, anti-inflammatoires, antivirales, analgésiques, et ce sont les prébiotiques les plus puissants pour notre microbiote et pour améliorer notre résistance immunitaire naturelle. Donc au Japon, on voit bien d'ailleurs, ça représente 10% de la consommation. Ça fait partie des éléments qui font des habitants de cet archipel ceux qui connaissent la plus longue espérance de vie au monde et ceux qui connaissent les plus faibles taux de cancer, d'obésité, de maladies cardiovasculaires ou de diabète. Donc il y a vraiment un effet santé, un effet bienfait santé qui a maintenu les algues dans ces pays-là, dans l'Asie du Nord. Et aujourd'hui, voilà, on a perdu le goût des algues et le lien avec les océans quand on est parti sur l'agriculture, parce que à l'époque ça suffisait en fait, juste on n'avait pas besoin de plus, et que on a développé toute une industrie et tout un ensemble de systèmes alimentaires basés uniquement sur la culture des terres, ce qui explique qu'aujourd'hui les terres sont 250 000 fois plus cultivées que les mers. Donc d'un point de vue extraterrestre, ce serait une aberration de voir qu'on a surcultivé une partie de notre planète, un tiers environ, et complètement délaissé les deux autres tiers. Et ça participe sans doute très largement au déséquilibre écosystémique qu'on connaît aujourd'hui et aux gros problèmes qu'on a affrontés. Donc pour répondre à la question de comment on consomme les algues, très bien en fait, ça va être le premier défi, c'est d'apprendre à les cuisiner. Souvent, on me dit les algues c'est pas bon. Les néophytes, j'entends, dès qu'on en a mangé, on a compris. Et là, il y a un truc à dire, c'est que finalement, essayer de manger une pomme de terre crue ou une fève de cacao, c'est pas mangeable, c'est dégoûtant. Alors que du chocolat et des frites, c'est plutôt sympathique en général. Donc il y a vraiment un effort à faire, à apprendre à les goûter, mais à les cuisiner aussi. Et puis il y a un goût à retrouver, puisque les algues ont ce fameux umami. C'est quasiment les seuls aliments sur Terre qui naturellement vont avoir de l'umami, donc qui est la 5e saveur. Dans notre civilisation, on connaît surtout le sucré, le salé, l'acide de la mer, mais l'umami est une 5e saveur qu'on connaît très mal. Et donc les algues ont cette 5e saveur de façon très intense. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, les grands chefs un peu partout s'intéressent beaucoup aux algues. C'est vraiment un secteur d'innovation gustative pour eux. Et j'étais la semaine dernière, il y a 2 semaines à Nice, là où Mauro Calogreco a la Mirazur avec 3 étoiles Michelin, et il cultive 25 types d'algues différents. Il cuisine 25 types d'algues différents, et vu le prix des plats, je pense que ça doit être bon. Et j'espère. T'as pas goûté? Donc, non, je pas. Mais donc voilà. Donc non, mais c'est intéressant. Mais bon, les algues de toute façon c'est délicieux. J'ai pas besoin de Mauro pour me le dire. Mais donc voilà. Donc il y a vraiment un effort à faire, à essayer de retrouver le goût. Et puis tous les bienfaits que ça a par ailleurs, parce qu'une algue, à la différence des plantes terrestres, une fois séchée, elle va conserver tous ses nutriments. Donc on va pouvoir la transporter sur des
sur des milliers de kilomètres pendant des mois, s'enchaînent du froid, ce qui est une très bonne nouvelle pour les populations qui ont faim et pour notre climat. Est-ce qu'aujourd'hui, on cultive quand même des algues en France? Est-ce que toi, tu as pu visiter en France ou ailleurs des cultures d'algues? Ouais, alors la culture d'algues existe déjà, évidemment, on ne l'a pas dit, mais énormément en Asie. Hein. On est à 36 millions de tonnes, 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 8 millions d'emplois. Ça nourrit plus d'1 milliard de personnes partiellement, les algues. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est comme une filière d'une grande céréale en Europe. En France, c'est très, très balbutiant. En France, c'est le deuxième plus grand territoire maritime avec 11 millions de kilomètres carrés quand même de mer. Un centre de compétences très fort à Roscoff, hein, la station biologique du CNRS, qui est vraiment un centre de compétences mondialement reconnu dans les algues. Et une biodiversité algale absolument exceptionnelle. La Bretagne, à elle seule, concentre plus d'algues que toute la Méditerranée, enfin de variétés d'algues. Donc on a vraiment des atouts énormes. Sans parler des territoires ultramarins qui offrent là aussi une diversité d'algues avec différents types d'algues sous toutes les latitudes. Et donc on commence tout juste à cultiver. On a un ou deux pionniers qui ont 30 ou 40 ans d'existence, mais qui sont des toutes petites fermes de 3 ou 4 hectares. Et on a une grande ferme, Algolesco, fondée par Philippe Legorju, qui était l'ancien directeur du GIGN par ailleurs. Donc comme quoi tout mène aux algues. Et qui a lancé une ferme de 300 hectares vers Quimper en fait. Et ce qui est intéressant dans cette ferme, c'est qu'il s'est heurté à beaucoup de résistance au début. Philippe et son équipe et les pêcheurs notamment, et moi j'ai de la famille qui est pêcheur dans le coin, étaient contre évidemment, ils se disaient on pourra plus aller pêcher, on n'aura plus accès aux zones, etc. C'est dramatique. Et puis les algues vertes en Bretagne, vous avez vu ce que ça donne, franchement c'est idiot d'aller cultiver des algues. Et aujourd'hui, ces mêmes pêcheurs, et mon beau-frère en particulier, me dit non, en fait on est super content parce qu'on n'a jamais eu autant de poissons, même quand on était gamin on n'avait pas autant de poissons. Ça a vraiment... Enfin, ça favorise la biodiversité, c'est des services écosystémiques qui vont fournir des sources d'habitat au monde marin, qui vont leur permettre de se nourrir. Donc on voit une explosion du nombre de poissons aujourd'hui dans ces zones-là qui ravit les pêcheurs. Et évidemment, il n'y a pas du tout de marée d'algues ou d'algues invasives. Donc en fait, tout se passe très très bien en fait. Et ça va être ça. Et l'enjeu en France, ça va être de trouver des zones où les cultiver. Parce que finalement, il y a déjà beaucoup d'activités. Je pense que le développement de la filière de l'algue en France, elle va passer par une innovation en termes de colocation. C'est-à-dire d'utiliser des zones qui vont être utilisées par les ostréiculteurs, par les conchiliculteurs, par des fermes éoliennes offshore aussi, par exemple, et d'essayer d'utiliser ces zones pour cultiver aussi des algues, ce qui permettra de nettoyer ces zones, puisqu'elles sont victimes, que ce soit la conchiliculture ou les fermes éoliennes, de pollution. Donc les algues vont nettoyer ces zones et fournir une ressource qui sera valorisable et potentiellement comestible dans certains cas. Donc voilà, donc c'est extrêmement intéressant comme solution pour la France. C'est ce que tu mets en avant dans ton ouvrage, mais l'algue, en fait, je le disais en préambule, elle est multifacette parce qu'elle peut contribuer à notre alimentation, mais elle va, in fine, aussi contribuer à limiter le réchauffement climatique, la pollution. Elle est, en fait, c'est impressionnant, elle est pleine de ressources. Elle est multifacette, c'est ça qui est... Ça, moi, je suis arrivé par les algues dans l'alimentaire et quand on se dit que, évidemment, on n'arrivera pas à convaincre la planète de manger des algues, pas tout de suite en tout cas, même si... Voilà, si on avait dit à ma grand-mère que je paye une fortune dans des magasins japonais pour manger du poisson cru, elle m'aurait sans doute traité de fou furieux. Mais donc ça viendra peut-être. Mais en tout cas, même pour les résistants, je veux dire, il y a un intérêt à donner des algues, ne serait-ce qu'à des animaux. Ça paraît plus logique de donner des algues riches en protéines à des saumons, plutôt que de les nourrir avec du soja OGM qui a dévasté l'Amazonie et traversé la moitié de la planète. Mais ce raisonnement, il vaut aussi pour les animaux terrestres, avec des bienfaits en termes d'immunité, qui va leur développer leur immunité, donc réduire le besoin d'antibiotiques, et voir des promesses assez spectaculaires de réduction de méthane, pour faire très court sur ce sujet, avec quelques grammes d'algues saupoudrées sur tous les repas des vaches du monde. L'impact pour le climat, ce serait identique à arrêter toutes les voitures de la planète du jour au lendemain. Donc on ne parle pas de choses anecdotiques. On a aussi une solution c'est quand je parlais de relier les terres avec la mer, de remplacer les fertilisants et les engrais chimiques. Les algues, elles vont enrichir les sols et elles vont permettre aux plantes, agir comme des biostimulants, donc permettre aux plantes d'être plus résistantes au sel, au froid, à la sécheresse. Et donc remplacer ces fertilisants, et c'est important de les remplacer parce que déjà on manquera de matières premières bientôt pour les fabriquer, mais surtout parce que ces fertilisants sont évidemment des polluants graves
Et donc voilà. Et donc quand on parle de polluants, on pense aussi à plastique. Et ben là aussi, les algues, c'est assez fabuleux. Elles vont permettre de créer des solutions alternatives au plastique. On a des plastiques aujourd'hui en algues qui sont biodégradables, compostables, voire comestibles. C'est-à-dire qu'on va finir par manger notre sachet de plastique après avoir consommé notre produit. On va avoir des solutions pour les fibres, pour les cotons. On a des tampons en algues aujourd'hui qui sont créés en Allemagne, voilà, avec tout plein de bienfaits santé. Donc on a vraiment une solution multifacette, mais surtout, on a une solution qui va permettre de, encore une fois, réparer les océans. Si on veut commencer à réparer les écosystèmes marins au lieu de continuer à les détruire comme on le fait aujourd'hui, les algues vont être nos meilleurs alliés. Donc on va réparer les océans, réparer les écosystèmes. On va absorber beaucoup de carbone aussi, beaucoup de carbone. On pourra peut-être revenir là-dessus rapidement. Et puis parce que c'est une révolution et aucune révolution se fait sans viser à réduire les injustices sociales à travers le monde. On va aussi nourrir, mais surtout fournir des revenus et des emplois à des populations côtières, notamment des femmes. On voit dans les pays africains aujourd'hui, c'est essentiellement les femmes qui bénéficient de ces nouveaux emplois. Donc on va fournir des emplois et des revenus dans ces populations côtières où les ressources de la pêche disparaissent inexorablement et vont de toute façon disparaître complètement. Donc se réduisent inexorablement et vont disparaître. Donc on a une solution vraiment multifacette et il y a encore plein de choses dont on pourrait parler. Les algues vont faire des colorants, il y en a qui rêvent d'en faire des carburants, même si aujourd'hui on n'en est pas là. Voilà, il y a plein de choses, des matériaux de construction. Donc il y a vraiment des applications qui sont énormes, encore une fois, qui correspondent à l'extrême diversité génétique de ces organismes. Tu mentionnais le continent africain. Aujourd'hui, est-ce qu'il existe des cultures d'algues sur le continent africain? Est-ce que c'est exploité? Alors, il existe une culture naissante d'algues à Zanzibar qui a commencé il y a 30 ans en fait, pour fournir des texturants alimentaires. C'est des algues qui sont cultivées dans tout le sud-est asiatique et l'Afrique de l'Est. Texturants type agar-agar et compagnie. Exactement. Agar-agar, alginate et carrageenan, ce sont 3 types d'algues qui sont utilisés dans tous les produits qu'on mange, dans notre dentifrice, dans nos crèmes glacées. Voilà, il y en a partout. On consomme de l'algue sans le savoir au moins 10 fois par jour. Mais donc voilà, au Zanzibar, il y a une culture d'algues qui s'est développée, puis dans une moindre mesure à Madagascar. L'intérêt de cette... alors, tout n'a pas été fait de façon idéale, et il y a sans doute beaucoup à apprendre, de leçons à retenir sur cette expérience, notamment en termes de recherche de biodiversité génétique. Mais en tout cas, il y a une leçon à retenir qui est bonne, c'est qu'elle a favorisé l'émancipation des femmes très très fortement sur cette île, qui est quand même musulmane, patriarcale, très traditionnaliste, et où ces femmes, elles n'avaient pas le droit de sortir de chez elles à l'époque, et il y a 30 ans, et aujourd'hui, 80% des revenus des algues leur ont bénéficié. Et elles ont bénéficié de 80% des revenus des algues plutôt, et donc du coup elles ont ouvert des écoles, elles se sont émancipées, elles sont sorties de chez elles, et il y a une vraie une plus grande égalité qui s'est installée dans l'île grâce aux algues. Donc c'est des processus qu'on essaie de répliquer aujourd'hui en Namibie, en Mozambique, à Madagascar, au Kenya, en Afrique du Sud, voire dans les pays du Nord. Il y a un pionnier de l'algue en Tunisie aussi qui transforme l'algue et qui en produit un peu, essentiellement pour nettoyer la baie de Bizerte, en fait, puisque les algues peuvent être aussi des biorémédiations naturelles, donc des nettoyants naturels aux pollutions terrestres, utilisés comme tels. Donc voilà, donc on a une culture d'algues qui s'installe très gentiment en Afrique. On en est comme en France, comme en Europe, comme en Amérique, au balbutiement, mais il y a un potentiel énorme dans ce pays pour nourrir la planète, enfin pour nourrir le continent surtout, où on sait qu'on va vers une explosion démographique. Et puis, encore une fois, vraiment là, fournir des revenus et contribuer à une meilleure inclusivité, une meilleure redistribution des revenus sur ce continent. Donc c'est vraiment une solution qui est intéressante à ce niveau-là aussi. D'un point de vue recherche, tu le disais, il faut que ça avance, etc. Toi, j'imagine que depuis la sortie de ton ouvrage, tu as pu échanger avec différents acteurs. Comment ça se positionne? On en est où aujourd'hui en France? Est-ce qu'on comprend le potentiel des algues, en France ou en Europe ou dans le monde, peu importe? En France, ça avance. J'ai pu rencontrer 2 fois notre président pour lui parler, ce qui est déjà en soi une bonne chose, parce que je pense que et nos ministres ayant autorité sur le sujet. Donc là, il y a un rapport qui a dû sortir hier, qui a été présenté au ministre. Donc il y a une étude qui a été faite depuis 6 mois. Donc ça, c'est ça qui est génial, c'est que ça a fait bouger un peu les choses, ça a fait bouger les lignes en France.
On a des acteurs privés aussi, financiers, qui commencent à vouloir soutenir des projets liés aux algues. On a des mécanismes de crédit carbone qui essaient de se mettre en place, etc. Donc oui, ça bouge. Il y a clairement, alors ça peut paraître assez invisible pour le grand public, on va dire, parce que c'est assez peu, même si il y a une couverture médiatique, un intérêt médiatique qui s'est extrêmement développé depuis 2 ans, en fait, depuis qu'on a commencé tous ensemble à lancer ce mouvement avec un manifeste des algues. Tout a commencé là. On a commencé ça avec l'ONU et on voit les pays qui s'y intéressent, on voit des financements assez importants, publics. L'Union européenne finance des grands projets. Le gouvernement français commence aussi à financer des grands projets. Les privés y viennent aussi. Donc le nerf de la guerre, il est là. Après, il y a tout un travail éducatif à faire qui va prendre du temps avec les populations pour leur faire comprendre que c'est pas seulement eux, c'est pas seulement les privés ou les publics, les politiques qui vont changer le monde, c'est avant tout chacun d'entre nous. Et on est tous des acteurs de ce changement. Donc on est tous là à dessiner le monde de demain par chacun de nos choix, 4 fois par jour ou 3 fois par jour, ça dépend si vous comptez le goûter ou pas. Vous pouvez être des acteurs des activistes environnementaux qui vont vraiment voter pour une ressource bonne pour la planète et pour notre santé. Donc c'est vraiment ça qui influe le changement, et commencer par parler différemment des algues. Moi je ne cesse de dire qu'il faut les renommer, parce que algues, ça veut pas dire grand chose. En plus, en anglais, seaweed, ça veut dire l'herbe de la mer, et alors il y a plein de choses qu'on fait avec des algues, mais le seul truc que j'ai jamais vu, c'est les fumer. Donc c'est pas de l'herbe, hein. Faut arrêter de les survendre. Donc il y a un truc qu'on peut pas faire, c'est ça. Donc appelons-les légumes de la mer pour comprendre à quel point elles sont délicieuses, appelons-les forêts de la mer pour comprendre à quel point il faut les protéger, parce qu'elles sont vulnérables aux activités anthropiques, très vulnérables. Donc il y a un enjeu aussi de prendre conscience et de les protéger et de les restaurer. On a 80% de la plus grande forêt d'algues au large de la Californie qui a disparu aujourd'hui, en 10 ans, entraînant la disparition de 800 espèces marines et terrestres. Donc il n'y a pas d'image pour filmer ces algues, et c'est bien leur drame qui brûle, mais il y a un incendie sous l'océan, et il faut vraiment commencer à s'en occuper, parce que sinon les algues, elles vont disparaître, et nous aussi. Oui, ça, c'est certain. Tu le disais, on peut les consommer. Ça pourrait aussi substituer une alimentation carnée pour les gens qui continuent de manger de la viande, ou en tout cas y contribuer. On pourrait imaginer servir des algues dans les écoles, par exemple. Alors moi je vais pas être très objectif, parce que je suis végétarien, donc je pense qu'on a beaucoup moins besoin de la nourriture carnée que d'autres. Mais en effet, les algues, on va dire, vont être riches en protéines, et elles vont même contenir de la vitamine B12 qu'on trouve dans aucun autre végétal. Donc il y a vraiment un intérêt nutritif. Toutes les algues sont comestibles, on ne l'a pas dit. Elles n'ont pas toutes forcément une saveur et un goût, mais voilà, toutes comestibles tant qu'elles sont attachées. Si vous allez sur la plage, ne surtout pas prendre des algues mortes et décomposées, évidemment. C'est comme les pommes, si vous les mangez pourries, c'est pas bon pour vous. Et donc voilà, mais tant qu'elles sont attachées à leur substrat, elles sont bonnes. Et en effet, c'est des bombes nutritionnelles, c'est vraiment ça. Elles sont très riches en iode, en zinc, en fer, en protéines, en oméga 3, on l'a dit. Donc il y a vraiment un intérêt très fort à les manger, et il en faut que quelques grammes par jour. Donc en fait, vous n'êtes pas obligé de manger une énorme salade d'algues pour se dire là c'est bon, j'ai ma dose. Non, quelques grammes, presque comme du poivre ou du sel, ça suffirait. C'est d'ailleurs des projets qu'on développe aujourd'hui en Afrique, où les gens ont vraiment pas le goût des algues, mais où on leur explique que juste s'ils en mettent quelques grammes, ça se sentira pas. En plus, dans leur plat bouilli et rebouilli, ça sentira très peu, et ça apportera les nutriments essentiels dont ils ont besoin, parce que c'est une chose de nourrir en quantité des gens, c'est une autre chose de les nourrir en qualité. Et l'aspect nutritionnel de la nourriture, elle est souvent mal considérée dans les pays émergents. Et les algues vont agir de façon extrêmement positive, mais même en France, on voit que les algues ont résolu le problème du crétinisme, des problématiques d'iode, déficience d'iode. Aujourd'hui encore, il est vraisemblable que beaucoup d'entre nous manquent d'iode. C'est pas uniquement un goitre, la version extrême, c'est le goitre et le crétinisme, mais le manque d'iode, c'est un sentiment de fatigue, une prise de poids, problème de sommeil, des problèmes qu'aucun d'entre nous n'a jamais connus, j'en suis certain. Donc il y aurait un intérêt sans doute à en manger un peu plus des algues, même pour nous, quoi. Alors on l'a dit, ça pourrait se substituer, ou en tout cas intégrer notre alimentation, ce serait génial. Ça peut aussi se substituer à l'alimentation qu'on donne à nos animaux et aux bêtes d'élevage. Mais dans ton livre, la dernière partie est consacrée plutôt aux bienfaits des algues et dans quelle mesure elles pourraient réduire le réchauffement climatique.
Alors, tu détailles plein d'exemples, tous aussi passionnants les uns que les autres. Je vais te laisser choisir l'exemple qui te semble le plus parlant et en quoi les algues, au-delà de toute interaction humaine, pourraient avoir un impact sur l'environnement. Déjà, elles vont avoir plusieurs impacts. Elles vont décarboner les économies puisqu'elles vont contribuer à remplacer des matières non durables telles que le plastique et extrêmement à forte émission, tels que le plastique, les pesticides, réduire les émissions de méthane et potentiellement des carburants si on y arrive un jour. Mais elles vont surtout absorber beaucoup de carbone en fait. C'est-à-dire qu'une algue aujourd'hui, on sait que les algues, les forêts d'algues à travers le monde, elles couvrent l'équivalent de la superficie de l'Amazonie, mais elles produisent 2 fois plus de biomasse. Donc elles sont 2 fois plus productives en vie et donc en absorption de carbone. Donc c'est quand même extrêmement intéressant. Encore une fois, on revient à notre idée de forêt marine. Et quand elles absorbent cette biomasse, elles ont un avantage sur l'Amazonie. Un deuxième avantage, sur toute forêt terrestre, c'est qu'une partie de cette biomasse, lorsque les algues se dégradent ou qu'elles meurent, tombe au fond des océans. Au fond des océans, il n'y a pas de bactéries pour les dégrader. Donc quand vous avez un arbre qui perd ses feuilles ou ses branches, le carbone va être relâché et va retourner dans l'atmosphère. Pour les algues, si elles tombent au fond de l'océan, c'est pas la même chose. On a vraiment la biomasse qui va couler au fond des océans et y rester emprisonnée pour des milliers, voire des millions d'années. Donc on est sur une espèce d'énorme pompe à carbone qui a un potentiel d'inverser le réchauffement climatique en prenant le carbone de l'atmosphère pour le renvoyer au fond des océans. Donc ça, c'est assez exceptionnel, même s'il faut être très vigilant sur les dérives que ce genre de solution peut avoir et surtout se souvenir que plus de sobriété sera nécessaire quoi qu'il en soit. Hein. C'est un prérequis à tout. Donc il ne faut pas commencer à se dire « Ah bah c'est bon, on peut y aller ». Non, pas du tout. On n'en est pas là du tout et il y aura plein de... Mais juste pour illustrer cette histoire d'absorber le carbone de l'atmosphère et de le renvoyer au fond des océans, on pourra parler, puisque tu aimes les histoires, de cette petite plante aquatique qu'on appelle Azolla, qui a donné nom à un événement géologique, ce qu'on appelle l'événement Azolla. En fait, il y a 50 millions d'années, la Terre était très chaude, on avait beaucoup de carbone dans l'atmosphère, et donc on avait des palmiers, on n'avait évidemment pas de pôle glacé, on avait des palmiers sur la mer Arctique, et des tortues et des crocodiles, et il n'y avait quasiment pas de mammifères à cette époque, ou très peu. Et en fait, la Azolla, elle a proliféré, pour des raisons spécifiques, elle a proliféré sur toute la mer Arctique, et elle a coulé massivement au fond de la mer Arctique, au fond de l'océan Arctique, et elle a séquestré, ce faisant, beaucoup de carbone, ce qui a fait chuter la température terrestre de 20 degrés pour donner naissance au climat qu'on a aujourd'hui. Donc cette petite algue, elle a changé le climat pour au moins 50 millions d'années, puisque pour l'instant, c'est toujours le climat qui est en cours. Donc il y a 2 leçons à retenir, hein, si on veut être positif. Enfin, il y a une leçon positive qui est de se dire on peut influencer sur le climat de façon positive et le refroidir. Les autres leçons plus graves à retenir, c'est de se dire que s'il y en a encore qui doutent que l'homme puisse changer le climat, une petite plante aquatique de 2 cm de haut l'a fait. Et la deuxième leçon à retenir, c'est que cette petite plante aquatique, elle survit aujourd'hui sur des bandes très fines aux équateurs parce qu'elle a créé un climat qui lui est absolument invivable. Et ça risquerait bien d'être notre avenir si on n'y prend pas garde. Justement, j'allais y venir, mais les océans sont en surchauffe. On l'a vu, on le voit depuis longtemps et les scientifiques nous alertent, mais cet été, notamment en Méditerranée, c'était très très chaud. Et elle n'est pas descendue, je crois, je ne sais plus, en dessous de 26, il me semble, pendant tout l'été. Ça pourrait mettre en péril les algues. Ça va mettre en péril certains types d'algues de façon certaine. Alors après, c'est étonnant parce qu'on se rend compte aussi que le réchauffement climatique libère des espaces d'eau très froides dans les pôles, justement, où les algues vont être heureuses, puisque certaines algues, les brunes notamment, adorent l'eau froide. Donc on imagine bien des très grandes... on pourrait imaginer des fermes à grande échelle au nord du Groenland, de la Sibérie ou de l'Alaska. Ça commence déjà à arriver d'ailleurs, en Alaska. Et donc on libère des nouveaux espaces. Donc si on voit les choses de façon positive... pour le reste, il va falloir en effet... c'est sûr qu'elles ont du mal à s'adapter là parce que ça va beaucoup trop vite. Ça n'a jamais été aussi vite. Donc même si elles ont, comme on l'a dit, 1,5 milliard d'années d'existence, là, l'adaptation qu'on leur demande, elle est extrêmement rapide. Donc il va falloir comment on peut les aider un peu et puis surtout créer des zones désacidifiées grâce aux algues. En fait, les algues, elles vont désacidifier les zones, elles vont absorber le carbone, elles vont contribuer donc à créer des zones plus favorables à la vie, tout simplement.
et dépolluer les océans aussi en absorbant l'excès de nutriments, en favorisant la présence de lumière. Voilà, enfin, il y a plein de choses qui vont se faire grâce aux algues pour créer des conditions plus favorables à la vie en général. On a par exemple un point important. On pensait que les algues allaient nuire à la vie sous-marine puisqu'elles allaient prendre la lumière. Et en fait, on se rend compte au contraire que les algues, en poussant, elles absorbent tellement de nutriments qu'elles vont réduire la turbidité de l'océan. Donc du coup, la lumière passe mieux et la vie s'épanouit mieux en dessous de ces algues, même si elles créent des zones d'ombre. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est très complexe la vie sous-marine. Donc en comprendre, donc c'est pas juste plus chaud, plus froid. Ça va beaucoup plus loin que ça. Il va falloir comprendre cette complexité et c'est pas. En fait, les océans ils survivront. Hein. Ce qu'on veut sauver, c'est l'humanité, pas les océans. Les océans, ils étaient là avant nous, ils seront là après nous. Les algues nous survivront et les aussi. algues nous survivront aussi sans doute. En tout cas, certaines d'entre elles. Mais donc voilà, voir comment utiliser les algues pour utiliser ces nouveaux paysages océaniques. Pour cultiver, parce que des algues on en cultive dans les mers chaudes aussi, hein. C'est pas propre aux mers froides, donc il y a une adaptation qui va être à faire mais c'est à nous qu'elle incombe cette adaptation en premier, c'est à nous de la supporter. Oui, c'est bien ce que j'entendais, mais c'était aussi pour souligner que avec les comportements qu'on a actuellement, on met quand même en péril ah bah oui bien sûr, hein, je l'ai dit, les activités anthropiques sont extrêmement les algues sont très vulnérables aux activités et aux perturbations écosystémiques liées aux activités humaines, que ce soit les pollutions, le réchauffement, l'acidification. Évidemment, c'est très dur, on a des pertes de biodiversité d'algues colossales actuellement et partout, au Japon, en Norvège, en Californie, on l'a dit, partout on a des déserts sous-marins qui se mettent en place, et donc ça c'est très inquiétant en effet. Il faut activement comprendre comment remédier ça et replanter, cultiver et préserver ces algues. Et bien évidemment, tous ces sujets sont largement approfondis dans l'ouvrage La Révolution des algues. J'invite donc les auditeurs et les auditrices qui veulent en savoir plus à le lire. Merci beaucoup Vincent pour cet échange, c'était passionnant de discuter avec toi et d'en apprendre un peu plus sur les algues. Merci beaucoup. Au revoir et merci beaucoup surtout. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, j'imagine qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à Basilic sur votre application de podcast favorite pour ne louper aucun épisode. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et LinkedIn @basilicpodcast pour découvrir les coulisses de tous les épisodes et de toutes les interviews. Et enfin, si l'univers du podcast vous intéresse, alors je vous invite à jeter un œil à basilicpodcast.com. Vous y découvrirez Basilic Studio, la formation que j'ai créée pour vous accompagner à lancer votre propre podcast et surtout le podcast de vos rêves, mais également Basilic Lab, l'agence qui nous permet de créer des podcasts pour des marques audacieuses et des thérapeutes engagés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez grand soin de vous.